Brièvement mentionné le format d'adressage de la couche IP. Nous avons parlé du format des trames de la couche Ethernet. Nous avons également mentionné quelques exemples de supports physiques, fibre, cuivre et les connecteurs pour ce qui est du protocole Ethernet, donc RJ45, SFP, QSFP. Nous n'avons pas mentionné certains tels que le Twinax. Nous avons parlé du Twinax, mais je pensais plutôt aux connecteurs coaxiales, qui sont en fait des anciens connecteurs, très très peu utilisés aujourd'hui. Donc si nous faisons un parallèle avec les couches du modèle EOSI, donc nous sommes ici au niveau Ethernet physique, donc ça c'est la couche physique. Donc nous sommes au niveau 1, donc les trames Ethernet, nous sommes au niveau 2, la couche IP c'est le niveau 3, et au niveau 4, nous avons le protocole TCP. Le protocole TCP et son corollaire UDP. Donc TCP pour tout ce qui est session dit en mode connecté et UDP pour ce qui est du mode non connecté. Nous allons donner quelques exemples. La couche TCP, elle, va encapsuler toutes les données qui viennent des couches applicatives et les transmettre par morceaux. Donc ces morceaux-là sont appelés des segments TCP ou alors des datagrammes. Et ces datagrammes vont eux-mêmes être des éléments donc transportés par la couche IP. Couche IP qui va, elle, à son tour être transportée par la couche Ethernet. Voilà. Donc évidemment, ça, c'est le modèle d'encapsulation couche par couche. Donc au niveau du TCP, donc voici comment ça fonctionne. Nous avons l'exemple d'une communication entre un client et un serveur. Donc le client va envoyer une requête de communication via un bit sync qui sera seté dans sa requête initiale. Le serveur va répondre avec les bits sync pour l'établissement de la communication dans l'autre sens et le bit ACK, CT, donc pour la validation donc, de la demande de connexion. Et le client, lui, va juste envoyer un ACK pour dire « Ok, d'accord, donc j'accepte ta communication et la communication est établie. » Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en fait la session de handshake entre deux nœuds en fait, du réseau qui souhaitent établir une communication TCP. Pour ce qui est de l'UDP, donc il n'y aura pas cette session, les données vont être transmises directement du client vers le serveur ou alors du point A vers le point B sans besoin d'établir en fait un quelconque handshake, une session, l'établissement d'une session. Voilà. Donc pour regarder un peu plus en détail ce qu'on a au niveau du TCP, donc nous allons partir sur une page blanche et regarder les différents champs compris dans un datagramme TCP. Donc au niveau du datagramme TCP, nous avons les ports sources. Donc si on reprend le modèle client-serveur, donc pour une communication du client vers le serveur, parce qu'il y a un sens à chaque communication, à chaque session. Donc nous allons avoir le port source, donc source port, donc abrégé SP, qui est le port qui indique en fait la socket depuis laquelle est établie la session vers le serveur. Et au niveau du datagramme qui est émis du client vers le serveur, nous allons avoir un destination port, donc un port destination qui va indiquer la cible. Donc typiquement, lorsque je veux établir une session web vers un serveur web, donc j'aurai un port source qui sera choisi dans une valeur qui est supérieure typiquement à 1024. Donc les ports en fait de 0 à 1024 étant réservés pour certaines applications spécifiques, et je vais cibler en HTTP le port 80 ou en HTTPS, c'est-à-dire en fait dans une session chiffrée via SSL ou TLS, ça dépend, le port 443. Donc ce sera en fait les différents ports. Nous allons avoir, donc je précise que chacun de ces ports sera codé sur 16 bits. Donc 16 bits pour le port source et 16 bits
donc 2 octets chacun pour le port destination. Nous allons avoir un numéro de séquence ou sequence number en anglais. Voilà, et en fait ce numéro de séquence, lui, sera sur 4 octets ou 32 bits. Et il va indiquer en fait le numéro d'ordre du paquet transmis d'un nœud vers l'autre, dans ce cas-là en fait du client vers le serveur, et c'est ce numéro d'ordre qui servira à confirmer au client donc la réception, la bonne réception du datagramme transmis du client vers le serveur. Nous allons le voir plus tard. Nous allons avoir en fait un offset donc, qui va indiquer hop, à partir de quand on doit commencer à lire la donnée, donc offset. Après cet offset, donc cet offset, lui, est codé sur 4 bits. Hop. Nous allons avoir 3 bits qui, eux, sont réservés. Et ensuite, nous allons avoir la série de bits, donc de drapeaux, donc des flags, qui vont donner l'état de la connexion et indiquer le type de message transmis du client vers le serveur ou du serveur vers le client. Donc, nous allons avoir comme bit, par exemple, donc, un bit qui va être le bit urgent. Hop. Donc, ce bit urgent, URG, qui va indiquer la nature d'urgence en fait du message transmis. Donc ça peut être des messages qui doivent être donc traités prioritairement par rapport à d'autres, parce que le serveur peut recevoir une série de segments, donc une série de datagrammes. Nous allons avoir ensuite ce dont nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, qui est le bit sync. Donc ce bit sync va indiquer une demande de connexion. Donc, si nous regardons dans l'ordre avant le bit sync, sync, nous avons le ACK. Voilà, donc j'indiquerai en fait par la suite l'ordre. Nous avons le ACK pour donc confirmer donc la bonne réception d'un numéro de séquence. Nous avons un bit push, donc P SH, donc qui indique en fait que ces données-là doivent être directement poussées en fait vers les couches supérieures sans attendre. Nous avons un bit RST pour reset. En fait, c'est un bit qui sert à réinitialiser une session établie. Nous avons le bit fin pour mettre fin donc à une session établie. Donc typiquement en fait lorsqu'on a une session qui s'établit comme on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir un sync, après un sync hack par exemple, et si le client souhaite mettre fin à la session, il va renvoyer en fait un bit reset, et on aura dans l'autre sens un fin qui indique en fait que la session a été terminée, par exemple. Voilà. Donc, dans l'ordre, si je reprends tous ces champs-là, donc je fais un zoom, en fait, sur les différents bits que nous avons. Donc, nous avons un bit NS, donc qui permet, en fait, dans certains cas, en fait, de gérer la congestion. Nous avons un bit CWR, donc ce bit CWR qui veut dire Congestion Window Reduced, donc pour indiquer une réduction de la fenêtre de congestion. Donc ça permet en fait de faire la gestion de congestion et la gestion de la qualité de service dans un réseau qui peut potentiellement être engorgé. Nous avons un bit ECE. Donc ça, en fait, ce sont des bits qui sont très rarement utilisés de façon générale. Donc ECE, qui a un rôle double en fonction de la valeur du bit sync. Donc il peut indiquer si le bit sync est à 1 que le peer, donc l'entité avec laquelle on communique, est capable de gérer tout ce qui est
gestion d'engorgement. Et s'il est à 0, il peut indiquer que, comment dire, il peut indiquer que le paquet en fait a subi en fait un engorgement en fait lors de son transport. Donc voilà. Donc nous avons après le bit ECE donc un bit urgent. Donc comme j'ai dit tout à l'heure qui indique en fait la nature d'urgence. Donc toujours dans la suite nous avons la série de bits ACK. Voilà. Hop. Donc tous les bits en fait que j'ai indiqués plus haut en fait à cet endroit-là. Voilà. Donc en fait ces différents bits là permettent de refléter en fait l'état de la session TCP telle qu'elle est en cours entre le client et les serveurs. Et ces bits là ont un sens par direction. Donc soit du client vers le serveur, soit du serveur vers le client. Donc en regardant toujours dans notre datagramme TCP, donc nous avons donc la fenêtre, donc la taille de la fenêtre. Hop, donc juste après ici, nous avons le window size. Donc ce window size qui va être codé sur 2 octets. Donc 16 bits. Hop. Donc ce window size va indiquer en fait le nombre de segments ou alors de numéros de séquences consécutifs qu'on est capable de recevoir avant de recevoir qu'on est capable de recevoir avant d'attendre un accusé de réception. Nous allons avoir un checksum, qui permet en fait de faire un contrôle d'intégrité des données en fait qui sont transmises. Et juste après, on a un pointeur, ce pointeur-là. Donc le checksum, lui, il est sur 2 octets. Donc 2 octets, hop, donc 2 octets, hop, pardon, donc 16 bits. Et nous allons avoir un pointeur, donc PTR ici. Ce pointeur, lui, il est sur 2 octets également. Et ce pointeur-là, en fait, il va indiquer dans le segment, en fait, l'endroit où se trouve la donnée urgente, lorsque le bit urge est CT, en fait, l'endroit où se trouve la donnée urgente à récupérer. Donc tout ça, en fait, c'est l'entête TCP. Et nous avons un champ option. Nous avons des options, la possibilité d'étendre, donc ça dépend en fait des implémentations TCP réalisées. Donc on peut avoir en fait des différences de compatibilité en fonction de l'implémentation de TCP sur le système en question, mais les bits et les octets, les champs standards que nous avons en fait, sont en fait les champs que nous venons d'énumérer. Ceux-là en fait on les trouve dans tous les systèmes, dans toutes les implémentations TCP. Donc voilà un peu brièvement présenté en fait la couche TCP. Maintenant, quand on regarde à côté de cette grande complexité, ce qu'on a au niveau TCP, qui est un protocole en fait lui en mode non connecté. Donc au niveau UDP, nous avons le port source, donc source port, hop. Nous avons le port destination, destination port. Nous avons la longueur de données, ok. Donc data length, donc le nombre d'octets transportés. Et nous avons un checksum à ce niveau-là, juste après. Donc le source port, c'est toujours pareil. En fait, on a donc 16 bits. Destination port, 16 bits. La longueur de la donnée, 16 bits. Hop. Le checksum, pareil, il est sur 16 bits. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8, donc 8 octets, pardon, 8 octets, qui est la longueur en fait de l'entête UDP. Et hop, si je reprends un paquet UDP ici, donc S source port, destination port, data length, checksum, et voilà, et c'est tout. Et après, en fait, on aura juste des données qui seront transportées. Voilà, et le source port, comme je le disais en fait tout à l'heure, ça dépend du sens de la communication. Donc si je prends A et B pour une communication, hop, entre client au serveur ou serveur au client. Donc en fait, ça dépendra en fait de, comment dire,
du socket qui sera ouvert en fait au niveau du endpoint qui réalise la communication. Voilà. Et c'est tout. Donc c'est vraiment très simplifié au niveau UDP et il n'y a pas d'état de lien qui est maintenu, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau TCP où il y a vraiment des bits qui indiquent à la fois la taille de fenêtre de session, l'état de transmission de session, parce qu'à chaque segment transmis ou série de segments transmis, on attend une validation, donc comment dire, un numéro de séquence de validation. Pardon, là j'avais mentionné donc, le sequence number, donc juste après le numéro de séquence, hop, on a une section évidemment, vu qu'on doit réaliser un acquittement. Donc on a le acknowledge number. Donc c'est le acknowledge number va être également sur 4 octets. Il va indiquer le dernier segment qu'on a reçu du peer distant et pour lequel en fait on réalise un acquittement, donc un accusé de réception. Donc typiquement lorsque le client va transmettre ces segments 1, 2 et 3 comment dire, au serveur. Donc le serveur, lui, va répondre au client en acquittant le dernier segment, qui veut dire en fait que le serveur a bien reçu tous les segments précédents et donc en fait le client a la confirmation qu'il peut continuer à transmettre les données. Si par contre le serveur, lui, n'acquitte que le deuxième, ça veut dire que le dernier n'a pas été reçu et donc en fait ça indique une demande implicite de retransmission du dernier segment reçu, enfin émis par le client. Et en fait ce numéro d'acquittement a un sens. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait au niveau TCP, on a un sens de transmission. Chaque acknowledgement, numéro de séquence, sera en fonction du sens de transmission en fait du datagramme. Donc on a deux champs importants donc pour maintenir la session et avoir entretenir ce mode connecté. Donc on a le numéro de séquence des paquets qu'on transmet et on va transmettre aussi en fait l'acquittement des paquets qu'on a reçus. Donc ça permet de gérer en fait les séquences et les numéros de séquence en fait et l'acquittement des numéros de séquence dans les deux sens. Donc voici un peu brièvement présenté notre protocole, notre couche 4 pour ce qui est du TCP, donc qui permet de gérer les communications au niveau 4 du modèle OSI, au niveau TCP du modèle TCP/IP, donc pour la communication entre deux entités, donc client-serveur ou alors deux points en fait qui vont échanger des données. Voilà. Prochaine vidéo, ce sera probablement sur le routage. Allez, à très bientôt.